Donc on va encore voir un ou deux outils pour créer des nouveaux base mesh d'un autre type. Donc là, je pars du corps. Et là, juste une observation, on voit que au niveau du corps, il n'y a pas de subdivision. Donc l'outil que je vais montrer fonctionne quand il n'y a pas de subdivision. C'est-à-dire que soit c'est un Dynamesh qui n'est pas subdivisé, soit si vous avez déjà un modèle avec des subdivisions, eh bien vous pouvez les supprimer. Vous avez un delete lower et un delete higher pour supprimer les divisions. Et si vous voulez garder une version en subdivision de votre objet, eh bien vous le dupliquez et vous faites la suppression des subdivisions sur l'objet que vous avez dupliqué. Comme ça, vous gardez toujours un objet de référence. Donc, moi ici, comme c'est un Dynamesh à la base, il n'y a pas de subdivision, donc je vais pouvoir utiliser l'outil. L'outil qu'on va utiliser, ça s'appelle Topology. Ok. Alors, l'outil Topology va permettre, par exemple, de venir dessiner des courbes, sur le maillage directement, donc on peut commencer une courbe et venir la terminer à son aise. Où est-ce qu'ils sont? Ici. Et le principe, eh bien, c'est que chaque fois maintenant que je vais créer un carré avec les courbes, eh bien, il va créer de la géométrie. D'accord? Donc si je place des cross-sections ici le long, alors pour la ligne du milieu, il faut bien se placer pour qu'il fasse ça correctement. Donc là, je vais prendre une plus petite brush pour être un petit peu plus précis. Et alors bien... Oups, ben là j'ai raté. Voilà, bien faire la ligne du milieu. Ok. Donc là, quand on a soit un triangle, soit un quad qui est formé par les courbes, eh bien il crée, vous voyez, comme une peau. D'accord? Alors pour donner une épaisseur à cette peau, bon, avant ça, si vous n'aimez pas, s'il y a quelque chose à corriger, eh bien avec Alt, vous pouvez, pas avec CTRL, avec Alt, vous pouvez supprimer un trait en allant en le biffant, soit vous faites un Alt drag à côté et il supprime tous les traits qui sont supplémentaires. Donc vous pouvez éditer comme ça votre maillage. Alors une fois que vous êtes content avec le résultat, bien vous allez paramétrer une taille de brush et quand vous cliquez à côté du modèle, eh bien il fait un extrude de la géométrie. Ok, donc là je fais CTRL Z, je change l'épaisseur de mon pinceau et là vous voyez qu'il a changé l'épaisseur du col. D'accord? Une fois que l'opération est faite, eh bien, on peut faire un split. Split unmasked point, ça veut dire que ce qui n'est pas masqué va être splitté dans un nouveau subtool. Et maintenant, j'ai bien ici mon subtool avec ce que je viens de créer comme géométrie. Alors, on va faire le même système que ce qu'on avait fait la fois passée.
D'abord, je vais éditer avec la brush move en symétrie, mais je peux éditer la forme. Ok, donc là vous éditez la forme comme bon vous semble. On peut aussi la rapprocher du coup. Donc là ça devient finalement plutôt de la modélisation, on va dire, de type low poly. Et alors qu'est-ce qui se passe si je fais des subdivisions là-dessus? Eh bien on voit qu'il y a déjà des crises automatiques qui sont faites sur certains edges, mais qui ne correspondent pas encore à ce que je souhaite comme résultat final. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais moi-même décider de criser certains edges. Alors le crise, vous le voyez pas très bien sur le grand écran, mais on voit que les edges sont doublés aux endroits où justement il y aura un crise. Là, j'aimerais bien en faire un ici, mais on voit que l'edge n'est pas doublé. Alors comment est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs solutions. Alors vous pouvez, première solution, isoler la face et faire un simple crise. Et là, vous voyez que autour de ce qui a été caché, isolé, ZBrush fait un crise. L'autre solution, eh bien, c'est de changer en faisant un groupe visible le polygroup des faces que vous voulez autour desquelles vous voulez criser. Voilà. Et donc là, on voit bien qu'au niveau des polygroupes, eh bien, j'ai les polygroupes qui vont me permettre de faire ça correctement. Et dans le crise, au lieu de faire un crise simple, vous faites un crise polygroup. Et là, il a rajouté les crises autour de chaque polygroupe. Et si maintenant je fais des subdivisions, eh bien, j'ai bien la géométrie qui reste bien tendue entre les différents crises. Alors vous pouvez faire 3 subdivisions et puis faire un uncrease all et continuer à faire une ou deux subdivisions. Ça va donner un beau petit bevel et donner quelque chose de plus sympa au niveau du visuel high poly. Alors attention, regardez ici, j'avais pas fait attention et il y a un edge qui est crisé ici au niveau de l'arrière et de la couture entre les deux moitiés. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord faire un uncrease all et puis faire un crease polygroup pour replacer les edges là où il faut. Et là, je peux faire une, deux, trois subdivisions, uncrease all, une, deux subdivisions, et maintenant j'ai quelque chose de bien propre. Donc ça c'est le premier
premier principe, premier outil. La deuxième chose qu'on va voir, c'est non seulement le dessin de topologie, donc là je vais lui faire un gaufrage sur... on va faire une protection totale, protection intégrale. Donc je reprends la brush topology, je diminue la taille, et on va lui faire sa protection frontale. Et là évidemment je commence à calculer le nombre de traits dont j'ai besoin. Vous allez comprendre tout de suite ce que je veux dire. Ici je valide. Je vois que l'épaisseur n'est pas assez grande. CTRL Z. Je valide. Encore un petit peu. Voilà, c'est bon. Donc là, je fais un split unmasked. Et là, je peux venir éditer cette pièce-ci. Donc je reprends la brush move. Je viens placer un petit peu les points pour donner la forme que je souhaite. Donc là, c'est préparer le travail qui va suivre. Et là, on va faire un... Attendez, hein. Voilà. Donc on va faire un clic droit. Non. On va aller chercher l'outil d'abord. Attendez 2 secondes, je vais être sûr que ça marche correctement. Ok, donc là, on va aller chercher un outil qui s'appelle le Z-Modeler. Ok, quand on fait un clic droit, on voit qu'on a accès à une série d'outils. Merci à Quentin d'ailleurs d'avoir montré ça la dernière fois, puisque comme ça j'ai pu essayer peinard chez moi. Et donc en fait, cet outil va permettre par exemple d'extruder des faces. C'était toi ou c'était... Ah non, c'était Vincent. Mais je prends toujours... je mets tout ce que Vincent fait, je le mets sur Quentin et vice-versa, je pense. Bref, vous pouvez extruder des faces, vous pouvez faire des trous, etc. Donc c'est un outil de modélisation assez puissant. Et ici avec Alt, eh bien, je vais choisir toute une série de faces
que je vais extruder pour faire les espèces de coussinets. D'accord? Avec Alt, encore une fois, je peux prendre le contour des faces qui forment le contour et extruder pour avoir la petite bordure. Et là, on voit que j'arrive au base mesh qui va permettre de faire ce genre de forme-ci, en fait. D'accord? Alors, maintenant, il faut un petit peu d'édition pour avoir le résultat escompté, parce que là, maintenant, si je fais des subdivisions, vous voyez que eh bien, il y a des problèmes de crise qui sont pas exactement là où je souhaite. Donc là, ce que je vais faire, c'est un increase all. Ok. Et dans l'autogroupe, je fais un groupe by normal. Ce qui fait que chaque fois qu'il y a, avec l'angle par défaut ici à 45 degrés, ce qui fait que chaque fois que l'angle est cassé, eh bien, il crée un nouveau polygroupe. Grâce à ça, maintenant, je peux facilement prendre mes outils pour gérer les polygroupes et isoler. Bon, alors, là maintenant, j'isole les plaques du dessus. Vous voyez qu'il y a les plaques des côtés qui viennent aussi. Et là, je vais utiliser un autre outil ici qu'on n'a pas encore vu. Dans Visibility, c'est juste au-dessus de Polygroup. Vous avez le gros et le shrink qui permet de faire un gros ou un shrink sur ce qui est affiché. Alors moi, je vous conseille de changer les raccourcis qui sont par défaut CTRL, SHIFT, X et S, je pense. Et là, de mettre numpad plus et numpad moins, par exemple. Alors pour changer un raccourci d'un outil, c'est assez simple. Il suffit de faire un CTRL-ALT-clic sur l'outil. Et là, vous voyez au-dessus, ZBrush demande de presser any combination key, machin, pour assigner le raccourci. Et là, vous cliquez sur le numpad plus. CTRL-ALT-clic sur shrink. Et là, vous mettez le numpad moins. Ce qui fait que maintenant, avec le plus et le moins du numpad, eh bien, je peux jouer sur ce qui est visible et ce qui ne l'est pas. Ça va? Donc ici, je sens que ça va être des heures d'amusement parce que chaque fois, je veux récupérer voilà. Donc mon but, c'est de faire un seul polygroupe avec ceci. Donc maintenant que c'est affiché, je fais un groupe visible ou un autogroupe. Autogroupe, il reconnaît les trois séparément. Groupe visible, il fait un seul groupe avec ce qui est visible. D'accord? Là maintenant, je commence à avoir quelque chose qui est un petit peu plus correct. Donc, je vais faire maintenant le crease polygroup. Je vais faire deux subdivisions. Ensuite, je vais isoler cette partie-ci. Pour faire un uncrease sur ces parties-ci. Non, pour faire un groupe visible, pour faire un uncrease all crease pg, comme ça je peux faire une subdivision en plus, et puis faire un uncrease all et faire une subdivision en plus, et là j'ai la forme de base qui est la même que les autres en fait. D'accord, donc là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'il y a moyen d'éditer le base mesh et la géométrie de base, que en jouant avec le creasing, eh bien, on peut
conserver des bordures et des hard edges là où on le souhaite, et qu'en fonction du nombre de subdivisions et du moment où on enlève le crease, on peut avoir un joli petit bevel. Donc dans ZBrush central, vous avez le Z-Classroom qui vous donne en fait accès à toute une série de vidéos, qui sont classées par thème. Et donc vous voyez que ici vous avez par exemple une vidéo sur le Z-Modeler avec ses fonctions avancées. Donc c'est pas parce qu'au cours je montre certaines fonctions qu'il n'en existe pas d'autres. Je n'utilise pas ZBrush à 100%, je veux dire, il y a tellement de choses à explorer dedans. Vous, s'il y a des choses qui vous plaisent, qui vous parlent, qui vous intéressent, vous pouvez toujours aller vous documenter ici. Vous voyez qu'il y a toute une série de vidéos en fonction des thèmes, et plus je déroule le site, plus vous voyez des vidéos apparaître, d'accord? Donc vous pouvez compléter votre formation par ces vidéos-là, ou des vidéos sur YouTube, en allant chercher les thèmes que vous recherchez. Maintenant, on va voir le cas particulier de l'armure et par exemple de la pièce d'épaule. Beaucoup d'entre vous ont fait un design avec une grosse pièce sur l'épaule. Donc là, par exemple, je vais d'abord commencer avec une broche standard pour faire un bel extract de la partie de l'épaule sur laquelle j'ai envie de placer l'armure. Et donc je vais faire ici un extract. Je vais faire un extract assez épais parce que ce sera plus facile pour moi de gérer la forme. D'accord, donc ici on a l'extract qui est fait. Alors directement, je vais supprimer l'intérieur pour ne pas être gêné par l'épaisseur, et donc je refais le delete hidden close all. Et ensuite, je vais faire, comme d'habitude, un petit polish by group pour cleaner un petit peu la surface. D'accord, ça c'est là, on va dire, la première étape. Ensuite, je passe en Dynamesh. Je sais qu'il faut plus ou moins 300 pour avoir un bon base mesh à cette taille-là. Et ce que je vais me contenter de faire, en fait, c'est l'encombrement de la pièce d'armure. Donc ici, on va faire une grosse pièce d'armure quand même. Donc là, j'augmente la taille de la partie de l'épaule. J'inverse. La partie ici, je supprimerai, donc je travaille juste sur cette partie ici. Là, je vais augmenter la taille de la bordure. Et donc, je veux quelque chose qui soit assez... Donc là, je me tracasse pas des bordures, qu'elles deviennent smooth ou pas. Je fais juste une surface. Finalement, ce sera la surface de support, vous l'avez compris, pour après refaire une propre topologie. Là, je vais recalculer un Dynamesh pour pouvoir avoir assez de géométrie pour venir cleaner un petit peu tout ça.
Et alors, cette partie-ci, je souhaite qu'elle protège un petit peu plus le creux du bras, et ici un petit peu plus le dos. Et alors, moi je vais supprimer la partie dont je n'ai plus besoin, donc j'isole cette partie-ci et je fais un delete hidden. Vous voyez que c'est toujours les mêmes outils qui reviennent, hein. Donc vous pouvez vraiment faire votre propre série d'outils dans votre interface quand vous voyez que c'est toujours les mêmes outils que vous utilisez. Il y a moyen de faire ses propres menus avec ces outils dedans, avec un panneau déroulant que vous pouvez docker aussi, je vous montrerai ça plus tard. Donc là par exemple, j'ai augmenté la taille aussi de la pièce et la bouger pour qu'elle soit ici. Donc là, qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé un support. Un support sur lequel maintenant je vais pouvoir dessiner ma topologie en tenant compte de ce que je veux faire comme forme. Donc si j'ai envie de faire une bordure, eh bien je vais faire en sorte que ma topologie, donc là je prends l'outil topology, je vais prendre un plus petit pinceau. Comme je suis en Dynamesh, ben je sais qu'il n'y a pas de problème. Et donc je vais placer les courbes Je sais que je peux encore éditer mon low poly, hein, donc même si je ne suis pas à cette étape-ci encore extrêmement précis, c'est pas très grave, je pourrais encore éditer le low poly pour replacer ça correctement. Maintenant, j'essaye quand même de faire des traits qui vont ressembler à ce que je veux comme topologie. Parce qu'ici, avec la brosse bleue, vous voyez qu'on ne peut pas éditer ces courbes. D'accord? Dans ce mode-ci, on ne peut pas le faire. Donc ça veut dire que il faut que je réussisse mes courbes du premier coup, ou alors que je les delete, etc., comme on l'a vu la fois passée. Alors là, il ne faut pas se tracasser. Donc là, il crée des quads entre les grandes courbes qui font tout le tour. Et vous allez voir que il fait une peau qui s'adapte au fur et à mesure au quad que je fais. Ne vous tracassez pas avec ça. Vous allez voir qu'à partir d'un moment donné, il va faire des choses qui sont beaucoup plus clean. Et vous voyez que quand on revient près de la première section qu'on a dessinée, eh bien, on retend la peau correctement sur tout l'objet. Alors ici, je fais un Alt Drag pour cleaner un petit peu tout ce qui dépasse, pour maintenant pouvoir relier alors il faut être précis, bien snapper les éléments les uns sur les autres. Et on fait des beaux quads. D'accord? Une fois que c'est fait, eh bien encore une fois, on va déterminer le draw size et cliquer à côté du modèle pour générer la pièce que l'on souhaite. Ici, j'ai envie de quelque chose qui soit beaucoup plus large, donc je vais voilà. Et une fois que c'est fait, dans le split unmasked. Donc ça veut dire que la pièce de support, je n'en ai plus besoin.
Maintenant, j'ai mon base mesh pour faire une armure qui est bien clean, avec l'épaisseur que j'ai demandé. Et donc maintenant, il suffit plus que de traiter cet objet pour pouvoir en faire une belle pièce d'armure. Donc là, par exemple, si j'ai envie de faire une bordure, eh bien, je reprends le Z-Remesher, le Z-Modeler, pardon. Avec Alt, je viens sélectionner la partie à extraire, à extruder, et je peux faire l'extrude bien propre. Ensuite, la méthode pour faire le cri, c'est vous qui choisissez. Ici, je vois que si je peux faire un polygroup group by normal, ben, vous voyez qu'il a bien trouvé les différents hard edge à placer. Et là, je vais faire un uncrease all pour qu'il enlève ce qu'il avait déjà placé au niveau des crises. Et puis un crease PG. Et donc maintenant, je peux subdiviser une ou deux fois, faire un uncrease all et subdiviser une ou deux fois. Et là, on a vraiment un truc assez précis et une pièce qui est assez propre et qu'on peut venir encore éditer, etc. Donc ça, c'est un exemple. Donc le dernier petit outil génial qui va vous permettre de faire des base mesh d'accessoires et de toute une série de petits détails. Donc là, je vais m'en servir par exemple pour faire les boucles de ceinture. Eh bien, c'est un outil qui s'appelle Shadowbox. Donc là, ce que je vais faire, c'est un append d'une sphère dans ma scène. C'est juste pour pouvoir activer le Shadowbox et initialiser le Shadowbox. Donc là, vous voyez que on a dans Géométrie les outils de Shadowbox. La première chose qu'il faut paramétrer, donc, c'est la résolution. Et donc là, je vais monter la résolution à 300. C'est un petit peu comme décider de la résolution d'une image et du nombre de pixels qu'on veut dans une image. Ensuite, j'active Shadowbox. Évidemment, il faut le faire en ayant sélectionné le subtool de la sphère. Voilà, comme ça on n'écrase pas le reste. Et donc vous voyez que quand on active le Shadowbox ou la Shadowbox sur la sphère, eh bien, il a projeté la sphère dans les différents planes et il a créé des masques. Et puis en fonction des masques, il a reprojeté les masques dans l'espace et il a créé un volume à l'intérieur de ces masques. Donc le principe de la Shadowbox, donc là je fais un contrôle drag à côté de la Shadowbox pour vider les masques. Le principe de la Shadowbox, je vais reprendre la brush standard et avec contrôle, je vais dessiner une forme. Eh bien, c'est de pouvoir créer du volume à partir de formes que l'on dessine sur différents plans. D'accord? Donc vous pouvez dessiner des formes dans différents plans et ZBrush va projeter ces formes dans l'espace et créer le volume correspondant. D'accord? Donc dans ce cas-ci, je vais mettre en vue de face et enlever la perspective. Activer la symétrie. Cette fois-ci, je vais l'activer en X et en Z. Pas du tout. En X et en Y. Voilà. Et donc grâce à ça, je vais pouvoir aller chercher par exemple le drag rect, enfin le mask rect, dessiner la forme de la boucle de ceinture par exemple, et ici avec Alt, je vais dessiner
le trou. Maintenant, pour pouvoir dessiner le trou, il faut se mettre en ghost et en transparence pour pouvoir éditer son masque. Et là, vous voyez que, eh bien, je crée une forme qui va être proche de je vais activer la symétrie en Z aussi. Et contraindre ça sur le dernier angle. Et donc vous voyez que là j'ai créé la forme qui allait me permettre de faire des boucles de ceinture. Une fois que vous êtes content de la forme que vous avez trouvée, eh bien vous décochez Shadow Box et vous obtenez un objet que vous allez pouvoir placer à différents endroits pour faire les différentes boucles de ceinture. Alors, ici je vais montrer pour la boucle de ceinture. Donc là je me mets en vue de top. J'ai envie de la bender. Et donc là, peut-être que je vais faire une petite vidéo sur les transforms. Est-ce que j'ai déjà fait la vidéo sur les transforms? Je vais remontrer un petit peu les transforms. Donc je vais sauver cette scène-ci. Parce que je pense que j'ai pas été assez clair lors de la première. Donc là je prends un cylindre. Je fais un append d'un cube. D'accord? Donc là j'ai un cube et un cylindre dans ma scène. Et donc là je vais dessiner le trépied qui va me permettre de bouger le cube. Alors pour ça, ouais, il faut faire Make Polymesh 3D. Voilà. Alors, le dessin du trépied, c'est la première chose à apprendre et à faire correctement. Alors, le dessin du trépied, si je pars sur le modèle et que je termine sur le modèle, eh bien, le manipulateur va être snappé à son origine et son extrémité sur le modèle. D'accord? Si je commence à dessiner sur le modèle et que je termine en dehors du modèle, le manipulateur va être snappé sur l'écran et la position de la caméra. Donc il va être parallèle au plan de caméra. Ça veut dire que si je place mes caméras dans les bons angles avec Shift, si je me snap sur les angles de profil, de face, etc., eh bien je peux dessiner mon trépied et être sûr qu'il soit dans le plan de la caméra. Avec Shift, en plus, je peux le contraindre sur les axes. Donc ça, c'est la première manière de bien dessiner son trépied, c'est d'utiliser la caméra et Shift pour le placer sur les axes. Alors comment est-ce qu'on peut bouger la position d'un manipulateur? Eh bien, regardez, vous avez des poignées. Quand je vais à l'intérieur de la poignée, j'ai accès au manipulateur et à sa transformation. Quand je prends l'extérieur de la poignée, donc le cercle orange, eh bien je peux soit bouger tout le manipulateur, soit de bouger une extrémité, soit de bouger l'autre extrémité. Et vous voyez qu'il y a un petit snap automatique sur les axes. D'accord? Donc là, si je veux mettre le trépied au centre de ma box, ben je prends le manipulateur du milieu. Et je peux donc placer ça où je le souhaite. Alors maintenant, on va voir les différentes fonctions des différentes transformations en fonction de la poignée qu'on utilise. Donc le move, eh bien on voit que le move, si je prends la poignée du milieu avec l'handle du milieu, eh bien je peux bouger le modèle. Si je contrains avec Shift,
je peux bouger le modèle seulement sur l'axe du manipulateur. Donc ça, c'est avec la poignée du milieu. Avec la poignée de l'extrémité, c'est un scale non uniforme, ou un scale uniforme, si je choisis, avec Shift, de locker sur l'axe des manipulateurs. Enfin, c'est non uniforme, mais c'est sur un axe. Locker sur un axe. Si maintenant je prends la base, eh bien, il va faire une espèce de slice et il va construire l'objet petit à petit. Je vous avoue que j'utilise jamais ça. Maintenant, une fonction du move, et c'est pour ça que je vous le montre, parce que je voulais vous montrer ça, qui est extrêmement intéressante quand on crée des objets. Regardez bien ici, je vais activer le Dynamesh sur cet objet-là. Qu'est-ce qui se passe quand je dessine mon trépied et qu'avec Alt, je prends la poignée du milieu? Eh bien, vous voyez que je peux faire une modification de type Bend avec une courbe qui ressemble à une courbe de Gauss avec peu d'intensité sur les extrémités, beaucoup d'intensité au milieu et encore peu d'influence sur l'autre extrémité. Eh bien, donc je peux faire des bends sur des objets. Ça veut dire que si je place par exemple ma poignée bien loin pour que les effets moindres ne soient pas appliqués au modèle, eh bien je peux vraiment faire des beaux bends bien propres sur l'objet. Donc ça c'est avec Alt et la poignée du milieu. Autre chose, le scale. Eh bien avec le scale, on peut déterminer un point de pivot de scale, c'est le point d'origine, et le point d'extrémité va permettre de faire un scale sur les trois axes, et la poignée du milieu va permettre de faire un scale sur les deux axes restants. D'accord? Donc ici, on a bien un scale sur les deux axes. À partir de la base, ici, je fais un scale qui a comme centre l'autre extrémité. Donc ça, c'est pour le scale. Pour le rotate, ben, c'est simple. On place le point de pivot, on place l'angle, enfin le manipulateur, et on peut faire une rotation autour du point de pivot en fonction de la caméra dans laquelle on se place. Vous pouvez faire aussi une rotation autour de l'axe du manipulateur avec la poignée du milieu. Qu'est-ce qui est intéressant de voir? Eh bien, c'est que si je fais un masque et que je floute ce masque, je peux aussi décider de placer le point de pivot à l'extérieur de mon objet et faire des formes que je n'aurais pas pu faire autrement. Ok? Et donc faire encore une fois des bends un peu spéciaux. Donc ça c'était la petite parenthèse. Pourquoi? Eh bien pour vous montrer que sur la boucle de ceinture que je viens de faire, eh bien je peux me mettre en vue de top et avec le move ici, eh bien je pouvais dessiner je vais enlever la symétrie, je peux dessiner mon trépied avec X pour le contraindre sur l'axe, placer le trépied de sorte que avec Shift je peux bouger les poignées le long de l'axe aussi. Et donc avec Alt maintenant je peux faire un léger bend sur la boucle de ceinture. Tout ça pour ça. Donc là j'ai fait un bend sur la boucle de ceinture pour me permettre de faire passer la ceinture correctement. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien on peut placer le manipulateur, non, la boucle de ceinture, on peut la placer à sa place, faire un scale
et replacer ça correctement à la bonne taille. Là, je vais lui donner un petit peu plus d'épaisseur avec un move sur un axe. Bon, là, le bend est un petit peu trop fort. Donc, je vais juste prendre la face de devant, la masquer, intervertir le masque et bouger un petit peu. Ah oui, il a pris l'arrière aussi. Donc là, il faut que je fasse un autogroupe. Pour pouvoir isoler la partie avant. Donc ce que je veux faire, c'est avancer la partie avant en fait. Créer le masque. Intervertir le masque. Je recommence. Voilà. Et là, je vais faire un move pour augmenter l'épaisseur sans modifier la courbure. Et là, en fait, je vais tricher pour faire la petite patte qui passe sur la ceinture. Donc là, je prends la ceinture. Comme je vous le disais, on ne peut pas utiliser la Topology Tool sur un objet en subdivision. Donc là, je vais faire un Delete Lower et utiliser la brush Topology. Et là, je vais dessiner juste la forme de la patte avec la brush Topology. Alors, vous voyez que ça passe au travers de tout ce qui est affiché. Donc là, je vais mettre en transparence et en ghost. Vous voyez, là maintenant, ça ne passe pas à travers de ce qui est affiché. Donc je peux faire ma petite portion de mèche. Donc là, je fais les quads. Proprement. Je règle l'épaisseur et je valide. Je fais un split unmask point. Et j'ai ma nouvelle portion de mèche. Maintenant, je veux récupérer mes subdivisions. Donc je peux ici faire un reconstruct subdiv sur la pièce sur laquelle j'avais fait un delete lower. Et là, il reconstruit toutes mes subdivisions. Donc il y a moyen de récupérer ça de cette manière. Alors cette pièce que je viens de créer ici, eh bien, je vais lui faire subir le même traitement que les autres pièces. Donc d'abord, placer correctement le maillage.
Là, c'est vraiment de l'édition low poly. Donc là, je vais faire la partie de la ceinture qui passe dans la boucle. Et ensuite, je vais refaire un système de crise qui va me permettre de faire quelque chose qui correspond à ce que je souhaite. Donc, je vais d'abord faire un uncrease all, et puis isoler les parties pour lesquelles je veux faire un polygroup. Et je fais un groupe visible sur ce qui est affiché. Ensuite, je peux faire le crease polygroup, faire une ou deux subdivisions, enlever le crease et faire une ou deux subdivisions pour avoir la patte de ceinture qui correspond donc au look de la ceinture. Maintenant, je peux me remettre dans une subdivision intermédiaire et venir encore tirer un petit peu les polygones vers l'avant pour cette partie-ci. Et peut-être aussi pour cette partie-ci. Ou là, je vais plutôt faire un rotate en fait. Ok, et donc là, on a créé la pièce boucle de ceinture. On peut aussi rajouter la petite... tant qu'on y est, la petite... le petit pin. Pour ça, je vais prendre... je vais dupliquer la boucle, cacher ce dont je n'ai pas besoin, faire un delete hidden, close all, avec ceci je vais faire un dynamesh assez haut puisque c'est un petit objet. Le subdiviser, aplatir un petit peu les edges ici. Bon, ici je vois que les deux parties ne sont pas symétriques, donc je fais un modify topology mirror and weld. Voilà. Et cette pièce-là, en fait, je vais venir la placer donc vous voyez que le placement d'objets, ça devient assez important. Donc pouvoir vraiment bien placer les différents objets les uns par rapport aux autres avec l'outil transpose, c'est quand même quelque chose d'assez important à pouvoir à gérer
pour pouvoir maintenant combiner les différents objets ensemble, hein. Ok. Alors on peut même jusqu'à aller sculpter les petits trous de ceinture, etc. Ce que je veux vous montrer ici, une fois que vous avez créé une boucle de ceinture avec la petite lichette qui passe, eh bien maintenant, vous pouvez merger les trois objets. Vous avez un objet boucle de ceinture, et cet objet boucle de ceinture, eh bien vous pouvez le dupliquer et venir lui aussi le placer à d'autres endroits. Et vous n'avez pas à modéliser 35 boucles de ceinture, vu qu'une fois que vous en avez modélisé une, vous la placez, vous la scalez, vous faites des rotations, et vous allez faire toutes vos boucles de ceinture de cette manière-là, en fait. Donc toujours bien choisir l'angle de caméra, bien dessiner son trépied et placer ses points de pivot pour toujours d'accord. Donc chaque fois que vous avez maintenant une boucle de ceinture à placer, vous placez votre objet et vous aurez tout le détail qui va venir s'accumuler au fur et à mesure. Pour faire la pièce ici en miroir, eh bien, il y a moyen aussi d'aller dans Z-Plugin, Subtool Master et cliquer ici sur Mirror. Mais là d'abord je vais être sûr de moi, donc je vais sauver ceci ici. Alors, il déteste quand on fait cette opération sur des objets qui ont le même nom. Donc là, j'ai torso, etc. Donc là, je vais être sûr de bien renommer cette pièce-ci pour ne pas qu'il s'en mêle les pinceaux. Et puis donc faire le mirror. Et là maintenant, j'ai créé la deuxième boucle. Donc là maintenant on va voir le détail des plis et des parties en tissu. Donc je vous rappelle que je demande dans les concepts une partie en tissu justement pour voir votre travail de sculpture des plis. Donc là on va faire ça sur le pantalon. Première chose, on va regarder un petit peu au niveau du base mesh. Eh bien on voit que le pantalon, la forme globale a été sculptée et qu'on est à un dynamesh relativement bas. D'accord? Ce dynamesh relativement bas eh bien, permet, par exemple avec un smooth, de continuer à smoother la forme, par exemple. D'accord? Donc ça c'est important, c'est de bien commencer le travail avec un dynamesh qui est bas. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre la brush standard
Et la première chose qu'on va faire, eh bien, c'est en fonction de ce qu'on a trouvé comme solution pour faire des plis dans le sketch, donc dans le concept, et la logique des plis qu'on a vus en 2D, eh bien, on va faire le dessin des flows, des différents plis, et utiliser beaucoup de smooth pour intégrer ces plis au fur et à mesure. Alors pour ça, je vous conseille de prendre une brush standard avec une intensité qui est relativement faible et un smooth avec une intensité relativement moyenne. Donc là j'arrive à plus ou moins 30 de smooth pour ne pas, parce que si le smooth va trop fort, vous allez écraser directement les plis que vous dessinez. Et donc là on va chercher les plis principaux, donc les flots principaux des plis, en se remémorant eh bien, que le zigzag correspond et la forme de losange correspond à une structure de pli compressé. Et donc on va chercher les formes qui vont convenir au modèle. Alors pour ça vous avez votre sketch, mais vous pouvez aussi aller chercher toute une série de références, évidemment sur internet, en fonction de la nature de la matière que vous allez utiliser. Alors, vous voyez que les plis qui sont ici sur le devant, je les ai faits en asymétrie. Pour les jambes, je repasse en symétrie. Et donc on va trouver les réseaux des plis. De la matière qui vient se plier ici. Et donc en fonction de la nature de votre tissu, eh bien vous allez trouver des solutions différentes.
c'est un peu de recherche, puis trouver une esthétique en forme de pli. Et le smooth vient vraiment jouer le rôle d'intégrateur, donc il vient vraiment faire en sorte que les plis s'intègrent bien dans la forme, etc. Alors vous voyez qu'ici j'ai un problème de jonction avec la genouillère, mais ça je corrigerai après la forme de la genouillère et j'adapterai les deux. Donc là pour le moment c'est vraiment se concentrer sur le flow des plis. Et donc là ça reste mou, il n'y a pas encore de stylisation. J'ai oublié de mettre le micro près de ma bouche, donc vous allez avoir un son pourri sur la vidéo, je suis désolé. Donc là je le remets comme ça, au moins je finis correctement. Donc c'est vraiment travailler sur les flots des plis. Et imaginez comment finalement le tissu va se plier pour donner des formes crédibles. Bon, ici j'ai déjà fait un gros pli qui fait tout le tour. Je vais suivre le pli et lui donner un petit peu d'asymétrie. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de petits détails à cet endroit-là, c'est vraiment les gros flots, flots des plis. Après, on passera à la suite. Donc ça, c'est la première étape, c'est trouver
un flow qui va permettre de faire comprendre que c'est des plis qui réagissent aux pressions, aux tensions, à la compression, etc. Alors, la deuxième étape, je vais rajouter un premier niveau de subdivision. Et on voit que automatiquement, le fait d'avoir ajouté une subdivision intègre déjà les plis dans le modèle. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre la broche dame standard et je vais venir donner un petit coup de structure là-dedans. C'est-à-dire que je vais venir marquer les creux. Alors là encore, il faut prendre un dame standard avec une petite intensité. On vient marquer les creux et on vient marquer les edges et on va restructurer les fameuses formes de losange typiques des plis. Alors c'est pas pour ça qu'on va garder cette stylisation jusqu'au bout, mais ça va nous permettre d'être bien clair dans la structure, dans la communication qu'on veut faire de ce qu'on a placé comme pli et trouvé comme solution. Alors je peux faire un petit coup de smooth en même temps. Alors là vous voyez que on a une jambe qui n'est pas structurée et une jambe qui est structurée. Donc je vais faire le travail sur une jambe pour vous montrer la différence entre la phase de structuration et la phase où il y a encore du boulot. D'ailleurs, je vais même isoler cette jambe-ci pour pardon, travailler plus facilement. Et là, on voit bien qu'au fur et à mesure qu'on descend vers l'endroit de pression, eh bien, les losanges sont de plus en plus écrasés les uns sur les autres. Pour finir vraiment par avoir des bandes de plis qui sont complètement les uns sur les autres. Alors on voit qu'on est encore en dynamèche, hein, donc on voit qu'à certains endroits il y a encore des triangles qui sont parfois un peu gênants pour la mode. Bon, pour le niveau de définition de ce personnage-ci, ça n'est pas gênant. Donc on va garder ce genre on va accepter ce genre de petites erreurs de surface qui viennent de temps en temps. Il y a moyen d'y remédier en utilisant du trim dynamique, etc. Par contre, on verra au Q2 comment vraiment construire des surfaces beaucoup plus propres en repartant avec des quads grâce aux Z-Remesher, mais ça on verra ça plus tard.
Donc là c'est du DOM standard qui vient marquer les edges et creuser les creux pour souligner les volumes. Donc avec Alt on ressort les volumes et sans Alt on vient creuser. Ok, donc là on voit la différence entre une jambe qui est structurée ici et une jambe qui ne l'a pas encore été, et on voit le côté bien clair et bien lisible des plis, et ici le côté encore smooth et peu intégré euh, au niveau des plis. Donc ça c'est la deuxième étape, et pour récupérer le travail qui était fait sur une jambe et donc là j'ai recalculé un DMH, c'est pas l'objectif. Donc là je masque avec le masque lasso la jambe sur laquelle je veux répercuter les effets. Je masque l'inverse et puis je fais ici un Smart Resim dans Déformation qui permet de récupérer sur ce qui est affiché la modélisation qui a été faite sur ce qui est caché. Donc là j'ai récupéré le travail que j'avais fait sur une jambe sur l'autre jambe. Alors, la troisième étape maintenant, eh bien on va reprendre notre brush standard et on va eh bien en smoothant on va réintégrer un petit peu les plis et oublier le côté un peu trop hard edge du côté structuration, et avec une intensité assez faible. Maintenant on va simuler tout ce qui est gravité. Donc là on va avoir le pli du dessus qui vient. Là j'essaie de trouver la bonne intensité. Voilà, le pli du dessus qui vient se replier légèrement. Ici dans le coin on va avoir le pli qui se gonfle. D'accord?
Et là, on vient redessiner les plis, cette fois-ci avec un petit peu plus de subtilité. On va tenir compte de la gravité et du gonflement de la matière quand le pli se replie sur lui-même. Et le smooth donc vient toujours bien intégrer notre trouvaille au fur et à mesure. Et là donc on trouve une logique dans l'imbrication des différents plis les uns dans les autres. Et on rend le côté naturel qu'on avait un peu perdu lors de la structuration, mais qui permet maintenant d'avoir une charpente solide au pli et à la structure des plis. Et on a donc un guide qui nous garantit donc d'avoir des flots qui sont justes, une structure qui est intéressante, et là on voit bien la différence entre la partie de la culotte ici, où on voit encore le côté structuré, et la partie du dessus de la jambe, où on sent maintenant le côté beaucoup plus naturel et beaucoup plus doux en fait du pli. Donc c'est du smooth pour bien intégrer et du standard pour rendre le côté un petit peu plus doux et soyeux. Et donc ça, ce sont toujours les plis principaux. Après, on pourra rajouter des plis secondaires pour que tous les objets soient bien intégrés les uns aux autres. Ici, c'est vraiment les plis principaux.
Ok, donc voilà pour la partie du central du pantalon. Je vais m'arrêter là, comme ça j'aurai le temps d'aller jusqu'au bout pour la suite. Donc quatrième phase maintenant, toujours avec ce niveau de définition là, eh bien on va prendre la brush dame standard et on va rajouter les intégrations de type pinch où on a vraiment les différents éléments qui viennent s'imbriquer les uns dans les autres. Et donc là ce sont des plis secondaires qu'on vient rajouter. Pour bien intégrer les différents éléments les uns dans les autres. Donc c'est du dame standard hein, et encore du smooth chaque fois pour bien intégrer les plis au fur et à mesure.
Donc, quatrième phase, les plis secondaires. Et ensuite, on va refaire une dernière subdivision. Et là, en fait, c'est tout ce qui est couture et détail du tissu qu'on va placer. Par exemple, ici autour, je vais sauver cette étape-ci. Ici autour de chaque petit petite poche, ben, je vais avoir du tissu qui est un petit peu replié. Et on va s'arranger pour intégrer chaque objet les uns dans les autres. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme détail? On peut prendre aussi la brush dame standard et venir dessiner alors ici vous voyez que j'ai besoin d'un stabilisateur de traits, donc je vais prendre dans Stroke ici le Lazy Mouse et activer, augmenter ici les radius pour pouvoir faire un trait qui est beaucoup plus droit, beaucoup plus tendu. Donc ça c'est le type de détail qu'on va rajouter. Qu'est-ce qu'on peut rajouter aussi? Eh bien sur le bord du pantalon, on peut aussi faire la couture du pantalon. Donc là on va imaginer comment le pantalon a été construit, a été cousu. Et on va faire les différentes coutures, les différentes pièces de tissu qui ont été utilisées. Là on vient nettoyer la jointure avec la chaussure. Et ça va permettre de rajouter des moyennes fréquences et dans la normal map de voir apparaître des choses intéressantes qui vont pouvoir aussi, par exemple, permettre de mettre deux couleurs de tissu légèrement différentes pour l'avant et l'arrière du pantalon. Et comme ça, donner plus d'intérêt dans les variations de couleurs qu'on va pouvoir trouver ici.
Alors, pour faire certains détails, vous pouvez aussi utiliser une broche qui est de type track brush. On va voir ça maintenant. Donc, si vous avez assez de définition, vous pouvez aussi utiliser. Je vais d'abord sauver.